Bonjour à tous, je suis particulièrement très ravi de participer à ce panel et je remercie One Africa pour cette belle initiative à laquelle nous n'avons pas hésité une seconde de nous y associer. Et je remercie également et je salue l'ensemble des panélistes. Permettez-moi juste 2 minutes avant de répondre concrètement à la question, en tout cas partager 3 aspects pour moi qui font la particularité de l'urbanisation des villes africaines. Le premier aspect, c'est déjà la vitesse d'urbanisation des villes africaines. Ça, Thierno ne me contredira pas. Les villes africaines se sont urbanisées 2 fois plus rapidement, par exemple, que les villes européennes. Vous l'avez dit, les citadins, en tout cas la part des citadins dans les villes africaines est passée de 15% en 1950 à 45% aujourd'hui et elle sera de 60% en 2050. Il a fallu 110 ans aux villes européennes, par exemple, pour passer de 15% à 40%. Nous, il nous a fallu moins de 60 ans. Donc c'est allé 2 fois plus rapidement. Pas sur la même période, certes, mais quand nos villes ont commencé à s'urbaniser, nos villes se sont urbanisées très rapidement. En même temps que nos villes s'urbanisent, elles se sont également, elles ont enregistré un taux d'accroissement démographique élevé. Nous sommes les records mondiaux de taux d'accroissement démographique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui caractérise aussi l'urbanisation des villes africaines, c'est le phénomène de l'étalement urbain. Ça, c'est l'extension horizontale, souvent quand même mal planifiée et généralement même non maîtrisée par le pouvoir public, et qui font que les périphéries, les quartiers périphériques sont très souvent coupés des centres-villes. Et donc ça pose aussi des problèmes liés à la mise en place de réseaux, que ce soit des réseaux de transport, des réseaux d'électricité, d'adduction d'eau, d'assainissement et l'égalité sociale aussi, justement, et de l'égalité sociale. Et le troisième aspect, qui n'est pas aussi à négliger, c'est le faible taux de motorisation des ménages dans les villes africaines. On ne le dit pas souvent, à Dakar, on a l'impression qu'on a beaucoup de voitures. En réalité, effectivement, on a beaucoup de voitures compte tenu de l'espace public réservé à la fonction de transport. Mais en fait, les enquêtes ont montré que les citadins dans les villes africaines, c'est une faible minorité, c'est 10 à 20% de gens qui ont une voiture. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus. Donc imaginez Dakar, si chaque ménage avait sa voiture, en fait, il y aurait même plus de bouchons, on ne bougerait pas. Donc voilà 3 aspects qui caractérisent les villes en Afrique et qui font que de façon inéluctable, on a des enjeux de mobilité avec beaucoup de problèmes, des temps de parcours qui sont larges, avec aussi des problèmes liés à la sécurité, notamment routière, avec des problèmes environnementaux liés notamment par exemple à la pollution qui gangrène aussi la vie des citoyens. Et donc véritablement pour faire face à ça, il faut résolument s'orienter vers des systèmes de transport capacitaires qui répondent aux standards internationaux en termes de sécurité d'abord, en termes de capacité, de régularité. Et c'est là les préalables à ça. Le DG va le dire tout à l'heure, mais c'est d'abord avoir une gouvernance locale efficace. C'est ce que disait le panéliste tout à l'heure. Effectivement, il faut des autorités organisatrices qui soient compétentes, fortes, dotées d'une capacité technique et financière autonome. Il faut une vraie politique de mobilité urbaine, avec des plans de mobilité urbaine qui soient intégrés. Dans ces plans de mobilité urbaine, il faut qu'il y ait une place primordiale qui soit réservée au système de transport de capacité, tel que le TER, tel que le BRT. Mais tout ça ne suffit pas. Il faut aussi une intégration qui soit physique, fonctionnelle, technique et tarifaire. Et c'est ça qui permet à une personne de faire du bout à bout. Et dans tout ça, c'est quoi le rôle du TER, par exemple, dans une ville comme Dakar? Naturellement, le ferroviaire a des atouts qui sont de 3. Le premier atout, c'est que le ferroviaire est économe en termes d'énergie. Et ça, ce sont les études scientifiques qui le disent. L'étude qui a récemment été réalisée en 2023 par l'Agence internationale de l'énergie montre que le mode ferroviaire est le mode le moins intensif.
Le ferroviaire économise l'espace public, et ça c'est très important quand on est dans des villes comme Dakar, de par sa capacité d'import. Et pour illustrer ça, dans les zones les plus denses où il y a une forte demande de déplacement avec une concentration de la population, si vous avez des modes de transport qui économisent davantage de l'espace public, et le TER en est un exemple. L'exemple que je donne très souvent pour caricaturer, mais qui est issu d'une étude qui a réellement été faite par la RATP, c'est par exemple la ligne du RER. Si vous prenez la ligne du RER sur la section centrale entre La Défense et Vincennes, cette ligne transporte 1,4 million de voyageurs par jour. 1,4 million de voyageurs par jour. Si vous voulez transformer une ligne de RER en une autoroute, il faut une route à 2 fois 14 voies. Donc je vous laisse imaginer l'emprise. Donc le TER, pour parler vraiment du TER, et ça c'est le deuxième. On n'aura jamais d'espace pour ça. Voilà, on n'aura jamais d'espace pour ça. Et le troisième, c'est qu'on est autonome, on est aussi économe en termes de consommation, en termes de pollution. La part des transports dans le monde, c'est 16% d'émissions de gaz à effet de serre. La part du ferroviaire, c'est 0,4%. Les CO2, c'est 2,5%. Donc le TER, aujourd'hui, pour parler du TER concrètement et répondre à votre question sur les 3 années et demie d'exploitation, on est à transporter plus de 61 000 voyageurs. C'est plus de 3 millions, c'est plus de 3 fois la population du Sénégal. Avec un taux de ponctualité qui est 98%. Il nous arrive des semaines où on est à 100%. Hormis effectivement cette année, une période pendant 3 semaines et demie où on a eu une forte perturbation du réseau liée à une déficience qu'on a connue sur un poste de signalisation. Nous avons un taux de satisfaction aussi qui est assez élevé, qui est de 95%, donc les gens qui sont satisfaits. Et tous les jours, c'est 90 000 voyageurs que nous transportons sur le réseau. C'est assez important. Quand vous transportez 90 000 voyageurs jour, et je remercie au passage donc, la présidente qui a parlé de l'histoire d'une jeune dame, qui est une vraie histoire de vie en fait. Quand on a été confronté par le terrain, par ces 3 semaines de perturbation, on a mesuré à quel point c'était une ligne de vie pour les Dakarois. Et la meilleure façon, les gens qui défendent le terrain, les gens qui peuvent parler du terrain, ce sont ces usagers. Donc on peut toujours dire que le terrain est certainement un projet parfait dans toutes ses composantes, mais aujourd'hui il répond véritablement à un besoin de déplacement. Et ce sont ces types de modes de transport avec le BRT qu'il faut encourager pour résolument s'orienter vers une mobilité durable et qui réponde à des enjeux particulièrement liés dans les villes urbaines. Alors, les encourager, mais surtout savoir aussi les mettre en place, les rendre intelligents, j'ai envie de dire, en termes de connectivité, d'intermodalité. C'est peut-être à ce niveau-là où au doctorat pour nous rapporter son avis, en tout cas, par rapport au CETU. Merci M. Fall, je voudrais vous saluer, saluer les collègues panélistes, les participants et remercier les organisateurs de ce forum très important dans la trajectoire des villes africaines. Je voudrais dire quelques mots sur le contexte de la mobilité avant d'en arriver aux solutions, parce qu'il faut surtout parler des solutions, et parmi les solutions, justement, l'intermodalité. Dans ce que décrivait clairement Cher à côté, il y a les rythmes d'évolution, on fait tout bien peut-être, sauf qu'il faudrait regarder la différence. Bien, ça veut dire une urbanisation, parce qu'il faut s'urbaniser, il faut maîtriser la croissance démographique, il faut des systèmes de transport, mais la grosse différence que nous avons aujourd'hui et ce qui met en tension nos réseaux, je l'articulerai autour de 3 défis majeurs qu'on doit relever. J'ai l'habitude de dire que c'est ce qui guide mon quotidien au CETUD. CETUD est l'autorité organisatrice de la mobilité à Dakar et Thiès maintenant, et à la faveur d'une réforme institutionnelle qui est intervenue en 2022. Le Dakar est devenu durable pour mieux tenir compte du contexte
internationales liées aux enjeux climatiques. On ne peut plus parler de transport sans climat et pour tenir compte de la conurbation de Thiès. Ces piliers portent sur la gouvernance. Je pense qu'il y a les villes africaines ont beaucoup à travailler dessus. Ça fait un tout petit peu la synthèse de ce qui a été dit. Mais à quelle échelle on veut travailler? À l'échelle de l'État, à l'échelle des communes. J'ai entendu État, commune. Finalement, les communes au Sénégal sont de plein exercice. On a des chevauchements parfois sur les compétences entre le transport non décentralisé et l'intervention des collectivités territoriales sur les territoires. À quel point ça désorganise en fait les fonctions urbaines. Il y a toute une réflexion à faire avec l'acte 3 de la décentralisation. Je suis juste obligé de relever les points du fait du temps très court. Donc la gouvernance, à quelle échelle on veut travailler? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler à l'échelle des agglomérations. Et à l'échelle des agglomérations, il faut se doter d'autorités organisatrices de la mobilité unique quand il faut. À Dakar, pour le moment, c'est 2 autorités de transport. Mais heureusement que je m'entends très bien avec mon ami cher. On travaille ensemble et je pense que c'est un modèle aussi qui peut marcher tenant compte de nos contextes locaux et de l'objectif de développement du réseau ferroviaire. Ça, c'est essentiel. Si nous prenons la planification et on voit en fait la différence dans ce que décrit Cher sur le rythme et les résultats. La planification, nous avons parfois l'impression que rien n'a été fait. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on sort de quasiment 40 ans de mauvaise planification dans les grandes villes. Alors ça demande surtout à réinterroger avant la fonction de transport, la fonction urbaine, la fonction de l'urbanisation. Le transport, le déplacement est une demande dérivée. Alors on va nous dire oui, c'est que maintenant il faut que vous nous transportiez les 4 millions de Sénégalais de manière efficace. Maintenant qu'on est 4 millions et 400 000 en 1970, sauf que la réalité du territoire c'est quoi? Nous avons 15% d'espace dédié à la fonction circulatoire au lieu d'avoir 30-40%. Le foncier au cœur de ces enjeux, nous avons privilégié l'affectation des sols aux fonctions résidentielles et productives sans dimensionner nos besoins de transport. Je précise ce que disait le DG Center à Dakar. 30% seulement des déplacements sont motorisés. Et dans ces 30%, 80% sont réalisés en transport public. Ça veut dire que l'essentiel des personnes marchent. On n'a même pas démarré en fait les difficultés liées à la motorisation des ménages qui aujourd'hui, en synthèse, c'est moins de 40 véhicules pour 1000 personnes quand les pays développés sont à 500 véhicules pour 1000. Ça vous permet de dimensionner la chose. Et donc, la planification, il faut qu'elle soit sérieuse. Je ne vais pas passer plus de temps dessus. Et articulée dans toutes ses composantes. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire une planification urbaine. Déjà, la planification urbaine, elle est dérogatoire. Vouloir que ça marche alors qu'elle n'est pas liée en plan d'aménagement, en plan d'assainissement, en plan environnemental. Par exemple, le plan de transport doit s'opposer au plan d'urbanisme. Si le plan de transport n'est pas validé, vous ne pouvez pas faire votre plan d'urbanisme. Et enfin, un dernier enjeu, c'est celui du financement. Il faut suffisamment de ressources. Il y a eu des débats hier, suffisamment de ressources. Souvent, nous sommes en compétition sur les ressources générées par le secteur, mais je prends un indicateur pour illustrer la nécessité d'accorder plus d'attention à la mobilité urbaine dans un contexte africain en croissance, 1 milliard de citadins en 2050. Dakar, d'ici 20 ans, 7 millions d'habitants, encore. C'est ce qu'on va avoir. Dakar seul, dernier chiffre de cette étude 2022, c'est 900 milliards de pertes économiques liées aux externalités négatives des transports. 900 milliards. 900 milliards, 1,5 million d'euros quasiment, c'est 6% du PIB. Et accrochez-vous bien, M. Fall, à votre chaise. 6% de pertes économiques en face. Toute la production transport terrestre et aérien ne fait pas 4%.
Voilà, donc c'est ça qu'il faut aller chercher en gain. Il faut investir sur la mobilité urbaine, sans oublier les villes secondaires, les villes à l'intérieur du pays qui vont doubler leur population dans un horizon de 20 ans. Maintenant, j'arrive sur le point précis parce que sans le contexte, l'intermodalité ne viendra rien résoudre. Il est très important autour de ces piliers de considérer parfaitement les enjeux de transition énergétique et numérique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre, et il faut avoir cette exigence dès maintenant, d'investir par exemple et de continuer à investir sur du diesel. L'enjeu de transition aussi est clair et affirmé, et nous avons l'accompagnement des autorités qui comprennent notre place face à la lutte contre les changements climatiques. Et aussi le numérique, parce qu'il faut aller puiser toutes les ressources que ça nous offre pour optimiser la demande de déplacement, la performance des services. L'intermodalité, bien sûr, au cœur, mais au cœur de cette complexité que je viens de décrire. Ça veut dire que c'est pris en charge dans la gouvernance, dans la planification robuste et articulée à l'ensemble des domaines de la vie d'une société, mais aussi le financement. Donc, précisément aux études, nous avons un plan de mobilité à horizon 2035 qui attaque ces sujets-là avec un objectif unique, c'est de viser l'intégration physique et tarifaire du réseau métropolitain constitué par les régions de Dakar et Thiès. Donc, nous lançons cette année même la première phase de cet objectif d'intermodalité qui facilite les déplacements, qui les rend performants tout en cherchant des objectifs de performance économique et de respect de l'environnement. La première phase va être livrée dans notre planification à l'horizon 2027 avec le premier réseau métropolitain intégré, intermodal, constitué par l'ETR, le BRT et un réseau de rabattement au même niveau aux standards internationaux. Et donc ce plan va aller plus loin en cherchant dans la hiérarchie que nous avons constituée du réseau à transformer progressivement le réseau artisanal, on en a parlé tout à l'heure, il faut tenir compte de ces réalités, et à faire migrer ce réseau artisanal, le réseau d'académique vers les performances élevées d'intermodalité. Voilà ce que je voulais dire globalement pour asseoir un tout petit peu le sujet de l'intermodalité qui est en fait un véhicule dans un contexte compliqué que nous construisons aujourd'hui en essayant de discipliner en fait la planification autour de ces enjeux. Alors, capacitaire propre et donner la place qu'elle mérite au mode actif. C'est très simple. Et si vous regardez ce qui vient d'être discuté, nous avons une équation complexe. Et ça amène à la planification. Nous devons au quotidien essayer de réconcilier des défis hardis de planification à long terme, parce que le système de mobilité est composé d'un sous-système de localisation, agencement des lieux de résidence, de production, et c'est la planification urbaine qui détermine en fait la géographie des flux, et donc le deuxième sous-système, le système de transport. C'est pour ça que je disais que c'est dérivé. Ces deux sous-systèmes, si vous regardez, qui doivent marcher ensemble, c'est de la planification de long terme. Ça ne peut pas être du court moyen terme. C'est ce que vient de dire un tout petit peu avec d'autres mots mes collègues panélistes. Mais ces deux défis de long terme que nous avons, il faut les réconcilier avec la planification de très court terme. L'usager, il est sur sa planification de déplacement au quotidien. Et nous, en fait, nous sommes réceptacles de 20, 30, 40 ans de planification, donc de systèmes de localisation et de systèmes de transport.
Et c'est extrêmement important là où nous sommes. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'espoir et d'attente en étant parmi les contributeurs à la nouvelle vision Sénégal 2050. Mais comment on se prépare? Changement de paradigme, une planification rigoureuse pour Dakar, Thiès, c'est notre périmètre d'intervention. Mais nous travaillons depuis 2017 parce qu'il faut comprendre que toutes les agglomérations à l'intérieur du pays qui font 5 millions d'habitants feront 3 millions d'habitants. C'est ma question, est-ce que Dakar, Thiès, plus tard on aura... Pas plus tard, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Très bien. Et donc, les préparer, c'est travailler sur les 3 piliers que j'ai définis tout à l'heure. Comment les doter de systèmes de gouvernance? Je ne crois pas à des solutions tiroirs. Aujourd'hui, aller sur une planification locale, c'est impossible. Dans les contextes pays où nous sommes, les collectivités n'ont pas les capacités. Et toujours, il y a des trajectoires de vie. C'est toujours central. Et ensuite, avec l'histoire de la décentralisation, bien sûr, la mobilité est une affaire locale. Il faut les doter de comités locaux de gestion de la mobilité urbaine. Il faut les doter d'un document de planification 30-40 ans. Nous préparons tout ça avec nos partenaires au développement. Et il faut travailler sur le financement. Donc, plus précisément, le BRT sort d'un contexte planifié, mais pas suffisamment ambitieux. Aujourd'hui, le CETUD a achevé de travailler sur son plan de mobilité horizon 2035. Mobilise les partenaires au développement, l'État, c'est quasi finalisé sur le financement, c'est votre question, du programme 25-29. C'est comme ça qu'il faut penser la ville au-delà du calendrier électoral. Le programme 25-29, il est prêt au CETUD avec un portefeuille public de projets de l'ordre d'1 milliard de dollars. Je sais qu'il y a certains qui sont intéressés dans la salle, mais 1 milliard de dollars qui donne priorité à ce qui fait fonctionner la ville, des transports propres et des modes actifs. Et il y a un portefeuille d'1 milliard de dollars équivalent aussi sur la partie financement privé. Vous en avez parlé un peu hier, et c'est pour ça que nous sommes allés chercher à AFC, qui a bien voulu mettre un don de 4,5 millions de dollars. Bien sûr, il y a la contribution de l'État pour compléter cela, pour structurer le schéma institutionnel et de financement de ces projets privés, parce qu'on peut beaucoup en faire en PPP, les histoires de parking, de gare, de fourrières, etc. Et ça, nous le faisons pour la région de Dakar et Thiès. Et pour les autres régions dont le programme est en cours de structuration. Plus loin, et je vous dis pourquoi cet exercice est difficile, à la fois passionnant, mais c'est ça qui structure les villes. Au moment où je vous parle, ça n'intéresse pas la communication publique beaucoup. Mais le programme 25-29 CETUD, il est ficelé. Et je peux vous dire déjà, en plus de terminer ce que nous avons à faire, aujourd'hui, le quotidien de mes équipes, c'est de travailler sur le programme 29-30, qui sera bien sûr approuvé dans un cadre organisé de référentiel des politiques économiques et sociales au Sénégal. Donc voilà, je voudrais que les gens retiennent cela. C'est extrêmement important de réconcilier, de recoudre les objectifs de planification de très long terme et les besoins de déplacement au quotidien. C'est maintenant que ça se passe, et c'est pour ça que le BRT connaît le succès que ça connaît, beaucoup moins de polémiques bien sûr. C'est transformateur, inclusif, tient compte de l'acceptabilité sociale, tarifaire, très vertueux du point de vue de l'environnement, un modèle à répliquer qui a déjà amassé 4 prix à l'international. Il y en aura d'autres, mais c'est un greenfield. On voulait montrer sur un cas d'école que c'est possible, un game changer, pour faire... Avec beaucoup de défis à relever, que vous avez pu... oui, ça n'a pas été facile, faut le dire aussi. Il faut continuer à relever. Ça n'a pas été facile, mais je pense que toute l'organisation autour a permis d'atténuer dans un contexte urbain extrêmement dense. On a pris le couloir le plus dense de Dakar, en réalité. Dans un couloir
extrêmement dense, on a pu réunir un ensemble d'outils de dialogue social, de management de projet, d'implication des populations qui ont permis quand même d'absorber les désagréments surtout liés à la phase travaux. Voilà ce que je voulais dire. Donc un projet à répliquer, mais comptez toujours sur une chose, c'est long, c'est fastidieux, ça mobilise beaucoup de ressources et demain se prépare maintenant. Oui, alors c'est une grande question, une excellente question qui est discutée pas seulement à Dakar, dans toute la communauté internationale, la cohabitation entre le transport formel et artisanal. Tout à l'heure, je disais la première étape... Parce qu'accepter n'est pas cohabiter, il y a deux choses. Il y a une petite nuance. Je pense que c'est accepté. Socialement. Les projets sont acceptés parce que ça va dans le sens de l'histoire et de l'avenir. Aujourd'hui, même ceux qui sont acteurs du secteur artisanal, et on discute avec eux, ce matin encore je discutais avec ITF, l'association d'ouvriers dans le monde artisanal, ils savent que ça va dans le sens de l'avenir. Je vous dirai un tout petit peu les mécanismes qu'on met en place pour ce temps. Mais le plus important, c'est de savoir que c'est une question internationale pour les pays en développement. Ces phases de transition où la meilleure façon de manager ça, c'est de faire d'ailleurs sans exclure. Il faut moderniser, mais en regardant en même temps quelle place nous voulons accorder au secteur artisanal. Donc ça, nous réussissons à le faire aux études parce qu'il y a une vieille autorité des transports qui a plus de 25 ans et qui intègre en fait le secteur artisanal dans un objectif de professionnalisation et de transformation de son outil de production. Nous avons pris ici deux outils privilégiés, une participation à travers le Fonds souverain d'investissement de manière organisée qui porte leur part, et nous créons aussi en parallèle des projets pour continuer la transformation de ce secteur. Mais plus précisément, ça ne touche pas qu'aux acteurs, ça touche tous les citoyens. Et en permanence, en fait, avec la modernisation de notre secteur, depuis la phase travaux, nous essayons de mettre en place un plan d'engagement des parties prenantes. Nous étions un nouveau référentiel de la Banque mondiale, par exemple. Nous étions les premiers à l'appliquer. Et ça a marché, plus que d'autres projets. Suivez mon regard. Deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez fini de réussir la phase travaux, quelles que soient les difficultés, parce que il faut que le secteur artisanal accepte le projet, ça traverse des zones extrêmement denses, donc des populations. Une fois que ça arrive, il faut continuer parce que dans les modèles de société que nous avons, l'éducation, l'information, la communication doit toujours être encore au cœur des pratiques. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure du dernier sous-système, localisation, transport. Dernier sous-système pour la mobilité, c'est le système de pratique et de relations sociales. Les deux là, on ne l'a pas bien réussi, j'en ai parlé. Il faut faire de la planification, pratique et relations sociales. C'est au quotidien qu'il faut éduquer, former, sensibiliser pour que nos populations s'adaptent au nouveau système. Ouais. Donc, pour terminer, deux leviers très simples. Il faut éduquer, former, sensibiliser. À côté de ça, il faut des mesures coercitives. Il faut de la pédagogie, mais aussi il faut de la répression, parce que parfois, et on le voit sur le BRT, certains comportements, Dieu pourrait faire un reportage très large dessus, on ne comprend simplement pas. Il faut aussi réprimer ce qui doit l'être sur le TER, sur le BRT, pour que la ville soit organisée et que les pratiques soient disciplinées. Monsieur Ndiaye, vous avez une réaction sur ça rapidement en conclusion? Sur deux mots, pour véritablement, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, à mon avis aussi, si on veut véritablement résoudre, en tout cas contribuer à résoudre, à atténuer les enjeux de mobilité qu'on a à Dakar, il faut aussi qu'on accepte de sortir du concept Dakar capitale. Il faut qu'on ait une vision d'une grande agglomération de Dakar, qui va être Dakar, Thiès, le grand Dakar, Dakar, Thiès. On a beau mettre
du BRT, on a beau mettre du TER avec toutes les capacités d'import que nous avons, si chaque année nous avons 100 000 nouveaux habitants qui arrivent à Dakar, si tout est concentré à Dakar, le problème restera le même, parce que Dakar c'est 0,3% du territoire national. Ça, on n'y peut rien. Donc il faut véritablement qu'il y ait une connexion. Thiès, on est à 25 km, 26 km de Thiès à partir de l'aéroport. Donc le fait d'avoir un TER qui va à Thiès va radicalement changer la vie des gens. Ça veut dire Thiès, nous on a connu, moi j'ai personnellement connu l'île avant la LGV, et l'île aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui quittent l'île, qui viennent à Paris, qui arrivent plus rapidement, plus vite, en temps record, plutôt que les gens qui habitent dans la grande couronne de Paris. Donc Thiès demain est relié par un TER de haut niveau, parce que le TER c'est haut niveau. Bon, moi je prends prochain peu là, mais bon, on comprend. Mais honnêtement, le fait d'avoir ces trois grandes villes dans une grande dynamique d'agglomération, Thiès, Mbour, Dakar, reliées par un système de transport performant, va radicalement changer les choses. Nous sommes tous autour de la table, très prêts à aller habiter à Thiès, venir travailler à Dakar, parce qu'on aura une qualité de vie beaucoup plus importante. Et ça, c'est la vision que nous avons aujourd'hui. C'est très important de le dire, parce que c'est ça véritablement qui va résoudre, en tout cas en partie, les enjeux de mobilité que nous connaissons dans la ville de Dakar. On a une minute. Vous allez vous le partager, M. Mohamed. Je confirme l'extension du périmètre d'intervention de la région de Thiès. Et ensemble, nous allons amener le TER à Thiès. On espère bien en tout cas, parce que cette déconcentration sera essentielle pour... Qui est un programme sur 20 ans et dédié aux opérateurs locaux. On aura des conventions du coup beaucoup plus exigeantes, et il faudra de l'acceptabilité de ces acteurs-là à passer à un réseau de 3e génération. Parce que déjà, ces acteurs, on les a organisés autour de l'AFTO, que vous connaissez, l'association de financement de transport urbain. Maintenant, nous allons faire un saut qualitatif vers une 2e génération de réseaux avec des bus propres, des conventions exigeantes, y compris sur le respect des droits des travailleurs. Très bien. Okay. En ce qui concerne l'échelle de la mobilité, pour M. Mademba, ce n'était pas une question. Moi, je dis attention à des solutions tiroirs. Au Sénégal, on ne peut pas agir, ça vous rejoint, pas à l'échelle de la commune. C'est toujours l'opposition entre l'articulaire et l'aréolaire. Les transports étant le réticulaire, ça s'affranchit des logiques territoriales. Et la mobilité, elle est locale, bien sûr, mais il faut la réfléchir à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle où nous sommes, Dakar, Thiès, Mbour, pour ce qui concerne le CETU. Et on accompagne déjà les collectivités territoriales de l'intérieur du pays. Mais je disais surtout à mon voisin à côté qu'il faut toujours tenir compte du contexte local, c'est-à-dire la trajectoire des pays en matière de politique de décentralisation. Aujourd'hui au Sénégal, le transport est une mission qui est confiée au ministère des Transports au niveau central et qui trouve des modes de dialogue, de concertation. Le CETUD est un bon exemple avec les collectivités territoriales qui ont une partie des compétences. Mais ça dépend des trajectoires de décentralisation. Mais ce qui est sûr, l'échelle la plus pertinente, au moins c'est à l'échelle métropolitaine. Congestion de l'autoroute, pas très difficile, hein. On en a parlé ici. Regardez ce que nous avons, c'est souvent des 2 fois une voie, on l'a dit. C'est 15% que nous avons pour circuler au lieu de 30-40%. Quelle place pour le stationnement, pour la marche à pied, pour le vélo? Et c'est autour de ces contraintes qu'on joue. La réponse simple, je dis à mon ami d'Ageroute, demain il faut qu'on transforme les routes pour les rendre multimodales et que ces routes soient rendues aux personnes, pas aux véhicules. Quand une voie fait 2000 personnes, ça fait écho à ce que je viens d'entendre encore sur les ITS. Nous changeons de paradigme, les ITS et les feux. Ce que nous voulons, c'est construire des villes qui donnent place au transport public, à la marche à pied, au vélo. Il faut partir des données réelles, pas des modèles copier-coller.
Dakar, 90% des déplacements font moins de 10 km. L'échelle de pertinence, c'est le vélo. Vous vous imaginez, 10 km, 90% des déplacements. Je ne vais pas aller copier une solution de New York. Ce qu'on va faire, et c'est ça qui va dans le sens de l'histoire et de la science, comment transformer cette ville pour la rendre aux personnes. Que ces personnes puissent marcher, faire du vélo, prendre un BRT, prendre un TER, prendre des bus sur voie dédiée. Et puis quand quelqu'un voudra le luxe de sa voiture, bien sûr il faut la place pour la voiture, mais ça a un coût, ça coûte du temps, ça prend de l'espace, dans des espaces qu'il faut démocratiser. Tous les usagers ont droit au transport et à la performance des transports. C'est ça notre conviction. Donc quand une voie fait 1200 véhicules par heure par sens, taux d'occupation souvent moins de 2 personnes, allez disons 2000 personnes par heure et par sens. Sur cette même voie, si on peut mettre des bus propres, pas polluants et qui prennent 20 000 personnes, c'est ça la solution pour Dakar. On est dans une forme péninsulaire, on ne peut pas se développer vers l'ouest, malheureusement. Et donc l'est est congestionné parce qu'on n'a que des 2 fois une voie, on n'a pas d'espace. C'est ça la réalité. Et donc c'est ce que disent les chefs, il faut que cette ville respire avec une vision métropolitaine et il faut que les 8 pôles régionaux qui viennent d'être définis dans ce nouveau plan de développement du Sénégal servent d'équilibre territoriaux, d'équilibre des fonctions urbaines recherchées dans les capitales en les dotant des différentes activités, des différents outils de planification qui seront mieux à même de les rendre attractifs et de puiser et de révéler toutes les ressources de ces territoires pour qu'ils puissent maintenir leur population. Les ITS, bien sûr, les feux, pour terminer sur ce sujet-là, nous ne les ignorons pas. Le BRT a ramené les feux à Dakar. Avant même de parler de problème, il n'y avait pas de feu. Il y a eu 1500 feux. Il y a en cours au ministère des Transports l'instruction de différents projets d'offres d'initiatives privées. Le travail est fait rigoureusement, je le disais tout à l'heure, et je termine par là. Les mots-clés, les clés de succès, et les feux en font partie. Gouvernance participative, planification intégrée, financement durable, enjeux transversaux, transition numérique. Et donc les feux à Dakar, y compris, et transition énergétique vers des modes propres. Djedou, concrètement, vous allez en Grand Médine, je vais vous inviter à visiter le chantier. Normalement, en mars 2025, nous livrons le Smart Mobility Center de Dakar, le centre de gestion de la mobilité, qui va être le cerveau pour faire ce plan d'investissement sur les ITS, sur des systèmes intelligents de transport qui intègrent le BRT, bien sûr le TER, le système de vidéosurveillance, de vidéoverbalisation. C'est un projet aujourd'hui qui tient à cœur chez le ministre des Transports. Et à côté de ça, on espère une mise en service dans le premier semestre de 2025. Donc les investissements sont en cours pour que ça marche. Il faut que ça fasse un réseau, que la police soit formée et que la police permette avec le couplage à des systèmes intelligents qu'on rende le système plus fluide. Bien sûr qu'il faut en parler, mais ce n'est pas une solution miracle. Et à côté de ça, je termine. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui sont capables de transformer la mobilité. On a souvent des problèmes de compétences et c'est pour cela que le CEDU a accompagné les 3 grandes écoles, École Polytechnique de Thiès et SMT et ESP, à mettre en place une formation diplômante niveau master qui s'appelle Transport et Mobilité Numérique. Cette formation vient juste de signer une convention avec l'École nationale des ponts et chaussées pour monter en compétences, aller vers des chaires et améliorer la base de ressources humaines que nous avons. C'est le début pour faire de la mobilité durable. Le capital humain, c'est ce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi un des facteurs de compétitivité. C'est très important. Préparer des projets, mettre en place. C'est fondamental, mais il faut le préparer avec un capital humain compétent. Qu'il soit à la hauteur. Alors, M. Ndiaye désire rapidement, on laisse Michel me répondre. Ouais, juste pour répondre à la question. Groupé, voilà. La question de monsieur, mais je vais beaucoup
plus rapide que mon ami Tierno qui a... J'avais plus de questions. C'est le rôle central de ce type, ça. Bien. Non, mais en fait, c'est pour répondre. En fait, je suis tout à fait légitime et je vous dis que le TR fait partie intégrale du chemin de fer. Donc, avec mon ami qui est là d'ailleurs, qui vient de rentrer, le DG de CFS, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et quand on parle de ferroviaire, moi je ne fais pas la distinction pour savoir si c'est GDS, si c'est SNTR ou si c'est CFS. Donc, quand je parle de ferroviaire, quand on parle du TR, considérez que là, vous avez le déterminant de la CFS. Il ne me laissera pas parce que nous sommes véritablement alignés dans tout ce que nous réfléchissons. Et dans le cadre, par exemple, de la vision que nous essayons, qu'il a pu développer hier, malheureusement, je n'ai pas pu être là l'après-midi parce que j'avais une autre contrainte. Nous avons l'ambition de mettre en place 2000 km de nouvelles voies à écartement standard. Et quand je dis Thiès, ce n'est qu'une étape intermédiaire. L'enjeu, c'est d'aller à Tamba. Mais quand tout à Tamba, il faut passer par Thiès. Donc, en fait, le TR ira à Tamba. Le jour où on aura une voie standard qui va à Tamba. C'est aussi simple que ça. Le TR, c'est juste un train qui est capable de rouler sur une voie standard. Le jour où on aura une voie standard qui fait Dakar, Thiès, qui fait Dakar ou qui fait directement Dakar à Tamba, il doit savoir effectivement que le TR pourra aussi réellement jouer son rôle. Pour parler aussi au monsieur qui disait qu'il y a des solutions épices, effectivement, pourquoi je parlais du leapfrog? Le fait d'avoir mis en place un système RTMS sur le TR, qui a coûté beaucoup d'argent certes, mais aujourd'hui nous donne la possibilité de doubler le plan de transport actuel. Aujourd'hui on fait rouler un train toutes les 10 minutes, sachez que demain on peut faire rouler un train toutes les 4-5 minutes, le système de permis. C'est pour ça que nos pays africains ont cette latitude d'aller directement vers ce qui se fait de meilleur. C'est pour ça que je donnais le cas aussi du CBTC qui va être déployé sur le métro d'Abidjan. On ne peut pas trouver mieux. Donc c'est une opportunité. On parle d'une feuille blanche. Donc à nous de saisir pleinement les nouvelles technologies de la communication pour véritablement avoir des systèmes qui soient les plus performants, les plus résilients et qui soient adaptés aujourd'hui au niveau de technologie que nous connaissons. Donc c'était juste les éléments que je voulais rappeler. Pour l'essentiel, Tierno a déjà excellemment bien fait. Profiter pour vraiment féliciter tous les panélistes pour la qualité de ce panel. Nous sommes vraiment ravis, en tout cas, d'écouter tous ces panélistes. Merci aux collègues aussi qui ont bien posé les sujets. Et je pense que dans tout ce qui a été dit, ce qui ressort, c'est que nous avons encore besoin de réformes. Et nous avons y travaillé. Par rapport à l'autoroute, je pense que ce n'est pas très compliqué de répondre à la question. On dimensionne des infrastructures parce que nous avons un niveau de trafic et on se projette dans l'avenir. Le volume de trafic qui a servi à faire le dimensionnement géométrique à l'époque a permis d'aller sur certaines sections à 2 fois 3 voies. Si on prend la section Côte-d'Ivoire-Pikine, on est à 2 fois 3 voies. Ensuite, sur d'autres, à 2 fois 2 voies. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, ce trafic qui avait servi à évaluer l'autoroute était plus ou moins sous-évalué. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'actuellement, nous avons des travaux complémentaires pour élargir les voies au niveau de l'autoroute. Mais au-delà de cet élément, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons un environnement autoroutier qui est parasité. C'est des occupations au niveau des bretelles de sortie. C'est des problèmes d'assainissement qui font que, surtout pendant l'hivernage, nous constatons justement dans toutes ces zones de Rufisque des difficultés de mobilité des usagers. La réponse à tout cela, elle est déjà en partie prise en charge par les réponses qui sont données par Tierno et aussi par mon collègue Ibrahima. Nous allons vers l'intermodalité pour déjà affecter une partie du trafic autoroutier vers le ferroviaire. Et je pense que c'est le cas déjà, parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui aujourd'hui préfèrent garer le véhicule au niveau du parking de TR et aller à Dakar par le TR plutôt que de prendre l'autoroute. C'est déjà un premier pas. L'autre pas qui est surtout à prendre en charge avec les collectivités, pas collectivités, l'administration territoriale, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, les FDS, c'est la libération des emprises routières et des voies.
Vous prenez les voies de connectivité à l'autoroute, prenons celle qui passe par la Zagmao et qui se connecte à l'autoroute. Nous avons deux voies. Mais en réalité, si vous y soufflez, nous avons deux voies. Parce que les voies extérieures sont tout le temps occupées et sont transformées en parking. Et c'est justement à ce niveau qu'il faut agir pour déjà libérer des espaces et permettre d'écouler justement ce flux qui doit être drainé dans l'autoroute. Ça, c'est un premier pas. L'autre élément, c'est au niveau même des systèmes. Et je pense que c'est un débat long que nous avons tout le temps avec le concessionnaire. Il y a des types de péages qui existent. Effectivement, tout le monde pense effectivement que le péage qui est utilisé sur la section gérée par CGA est plus performant. Et je le pense aussi, c'est mon sentiment. C'est pourquoi nous avons adressé cette question avec CECA et nous y travaillons. Ça a été un des points de discussion lors des États généraux du transport pour que nous harmonisions un peu les systèmes de péage et mettre en place un système qui permettra à l'usager, plutôt que d'avoir plusieurs cartes suivant les opérateurs, d'avoir une carte pour pouvoir passer dans l'autoroute. Maintenant, la section de Dakar elle est plus chargée parce que justement, c'est lié justement au trafic. Le trafic est dissipé à un certain moment entre Thiès, Mbour et le reste du trafic pour continuer jusqu'à Touba. Donc forcément, il y a un nœud où on a plus de trafic par rapport à un autre. Donc c'est pas parce que c'est le système de péage qui est sur l'autoroute qui explique forcément que sur la section Touba, c'est fluide. Il y a le niveau de trafic plus important. Il y a la congestion qui est beaucoup plus importante du côté de la ville. De l'autre côté, on est plus en rase campagne. Et il y a du fait aussi, justement, de ces systèmes qu'il ne faut pas exclure. Et nous y travaillons pour apporter des solutions. Je vous remercie. Fonctionnel sur le suivi. C'est deux systèmes qui existent, le système fermé et le système ouvert. Le système fermé, vous prenez, pour faire simple, un ticket à l'entrée, vous utilisez vous payez la sortie. Le système ouvert qui découpe les sections en zones. Chacun des systèmes a ses avantages et ses inconvénients. Prenons le cas très pratique du tronçon Malix-Rufisque, par exemple. S'il fallait basculer en système fermé, ça veut dire quoi? Le matin, que toutes les personnes qui arrivent de la banlieue sont obligées, soit à Anne, ou à Koloban, ou à Malix, de remettre un ticket. Il nous faudrait une grosse barrière de péage pour filtrer tout ce trafic. Idem le soir. Là, peut-être être un système ouvert où vous laissez les gens payer sur certaines sortes, d'accord, ou ne pas avoir à payer sur certaines sorties, mais prendre en fait, payer au niveau de la section courante, ça vous permet en fait de ne pas avoir un nœud où vous concentrez tous les flux, vous le dispatchez tout le long du trajet. Et ça vous évite aussi, sur toutes les sorties, d'investir sur des barrières de péage. Si vous regardez sur ce tronçon, il y a des sorties où vous n'avez pas de barrière de péage. Vous pouvez entrer ou sortir sans pour autant croiser une barrière de péage. Donc chacun des systèmes a ses avantages et ses inconvénients. La question c'est de savoir, et ça rejoint la problématique de la planification spatiale. Est-ce qu'on avait suffisamment d'espace pour faire les mêmes choses qu'on a pu faire sur le tronçon Ila Touba? Peut-être que non. Donc, de là, on peut dire que cette solution de système ouvert, elle pouvait s'apparenter à la meilleure solution qu'on pouvait mettre en œuvre sur cette section extrêmement urbanisée, où il fallait casser beaucoup de métros, ou peut-être même on aurait pu disposer des emprises actuellement réservées aux terres. Peut-être que les bureaux du CETUD allaient même disparaître si jamais la barrière de péage se retrouvait à Anne. Donc je pense que je n'étais pas là à la conception initiale, j'ai été en charge des infrastructures avant d'être secrétaire général, mais je pense que ceux qui ont pensé cette solution à la base, c'est tenant compte en partie de ces contraintes. Après, ça rejoint ce que Cheikh Ibrahim disait tout à l'heure, les ponts technologiques existent aujourd'hui, on est de plus en plus sur du free flow, des passages à flux libre. Peut-être qu'à terme, quand on basculera sur ces solutions-là, avec toutes les contraintes associées au Sénégal, parce que pour le faire, il faut avoir un système de lecture de plaques, il faut qu'on identifie les conducteurs, il faut qu'on puisse traquer mes parents alcooliques qui risquent de passer sans payer. Donc, il y a tous ces enjeux qu'il faut gérer.
peut-être qu'avec le free flow, à terme, on arrivera à ne plus avoir de barrière de péage. Merci. Le dialogue ne font que nous conforter dans l'épaisseur des problématiques à adresser avec efficacité. Et c'est ce que nous faisons dans les plans dont je parlais tout à l'heure. Je disais changement de paradigme, priorité à la mobilité collective et active. Mais nous avons un patrimoine qui est là. Le patrimoine routier dakarois, et je suis au sein du ministère, ce sont des questions que nous avons aussi adressées pendant les états généraux. Il est fait pour donner priorité aux automobilistes. Ça, il faut le dire. Il n'a pas pris en charge le stationnement. Il n'a pas pris en charge, comme il fallait, la mobilité active. Et le BRT est presque la première planche d'essai d'un vrai projet de transport qui n'a pas fait un projet d'infrastructure. Et c'est sur ce rythme-là que nous devons transformer la ville. Mais je dois dire aussi, le temps de la ville, c'est 50 ans. Ce ne sont pas des transformations rapides. Je disais tout à l'heure, concilier les enjeux de planification de très long terme, système de localisation, système de transport, avec le quotidien contraint, système de pratique et de relations sociales. Et accepter les projets qu'on ne verra pas. Donc précisément, le nouveau plan de mobilité intègre ces questions, et je réponds en même temps à madame. Le gouvernement en est bien conscient, et c'est pour cela qu'il y a eu, l'État en général, il y a eu une réforme institutionnelle en 2022 seulement. Vous avez raison. Stationnement, circulation, ce n'était confié à presque personne. Je peux le dire. Plusieurs acteurs intervenaient sans coordination ni intégration. Mais pas les villes. Plusieurs acteurs intervenaient, ni coordination, ni intégration. Les villes, j'en parle tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai dit le transport n'est pas décentralisé. C'est niveau central. Donc, ajoute à la responsabilité de la gestion de la route et de ses dépendances. Mais les collectivités territoriales, parfois, viennent agresser ces dépendances avec des autorisations précaires d'occupation de la voirie. Parce que c'est peut-être leur seule source de ressources. Mais moi, on ne me demande pas ça. La mission que nous avons, c'est de transporter les gens. Et vous avez raison, c'est moins de 15% souvent. Parce que c'est occupé par de l'activité artisanale. Donc, de manière agrégée et de manière organisée, tout part du niveau de la planification stratégique. S'il n'y a pas d'espace dès le départ, recréer l'espace, ça coûte cher. Et donc, ça interroge d'abord la mobilité, la planification de l'occupation des sols, ce que disait monsieur là, pour y répondre précisément. Après, quand on vient sur le plan d'urbanisme de détail, on est là en fait, on est jugé sur la contre-performance des transports routiers surtout. Mais nous ne sommes que la résultante d'une mauvaise planification de l'occupation des sols. Le plan d'urbanisme de détail, jusqu'à quel point ça réserve des espaces au parking. Et ensuite, sur l'urbanisation, et je vais résumer pour ça, ce qui caractérise beaucoup... Rapidement, je termine. Vous êtes un passionné de la mobilité urbaine. Je termine. Ce que je dis là, c'est extrêmement important. Et je vous laisse cet agrégat qu'on devra poursuivre dans d'autres conférences. Bien sûr. Ce qui caractérise beaucoup, ce ne sont pas les idées qui manquent, et parfois même les projets bien ficelés. Ce qui caractérise beaucoup nos espaces, et faites le constat dès que vous sortez de nouveau, y compris madame, c'est l'externalisation de coûts internes aux agents économiques, donc les ménages et les entreprises. Je simplifie. Quand vous faites un investissement sur 10-15 étages, externalisation de coûts internes, le code de l'urbanisme doit vous imposer des places de stationnement. Non! Ce coût, vous l'externalisez à la collectivité territoriale, à l'État et à tout le monde. Et souvent, c'est ce qui se passe. Vous devez faire votre logistique urbaine avec 10 gros camions. Mais vous n'allez pas respecter les heures de circulation dédiées au poids lourd. Donc, c'est ça que nous devons résoudre. Maintenant, nous travaillons plus précisément sur un plan organisé
pour la circulation et le stationnement. J'ai donné des initiatives sur la circulation. Sur le stationnement, on est ouvert et on a démarré ça. Des offres d'initiatives privées sont en cours pour aménager des espaces parking, y compris en hauteur, et bien sûr organiser les espaces autour des transports de masse, le résiduel d'espace sur le terre et le BRT, mais les projets, ça prend leur temps. Et plus profondément, nous sommes aussi en train de regarder, avec cette transformation, comment aller vers des TOD qui laisseraient plus de place à l'intégration physique de ces modes de transport. Merci beaucoup. Donc voilà ce que je voulais dire. Non, c'est...